Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette émission en direct. Alors c'est la semaine de l'éducation sur France Télévisions. Tous les jours nous accueillons du public pendant la matinale et ce matin c'est une partie de la classe de 4e du collège Jacques Brel de Noyal-sur-Vilaine. Voilà, bienvenue à eux, bienvenue à bord. Ce matin notre invité fil rouge c'est le navigateur Armel Lecléache qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Armel Lecléache qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le Prix de la Victoire, publié aux éditions Robert Laffont. On l'évoquera ainsi que son nouveau bateau, le Maxi Banque Populaire 9, qui est un véritable trimaran volant. Il nous racontera ça tout à l'heure. Patrick Soulabaille nous rejoindra également pour nous raconter tout un tas d'anecdotes comme il sait bien le faire. Comme chaque semaine, nous remonterons également le temps dans les archives de votre télévision régionale. Au menu ce matin, un document de 1967 qui marque la fin des bateaux lavoirs à Rennes. Image que nous commentera Marc Bergère qui enseigne l'histoire à l'université de Rennes 2. Nous nous intéresserons aussi à la déco. Vous avez des projets d'aménagement de votre intérieur? Eh bien, cela tombe bien parce que la chronique d'Aurélie Vérité nous donnera sans doute quelques idées. Elle s'est penchée ce matin sur l'aménagement de notre chambre à coucher. Nous quitterons le littoral ensuite pour une balade d'hiver au cœur de la forêt de Brocéliande, direction le village de Concoré. Un village qui, lui aussi, a sa part de mystère. Nous verrons cela avec Pierrick Gaveau. Et enfin, nous vous ferons découvrir un petit génie. Il s'appelle Saro. Ce jeune breton est la référence mondiale du Big Boat Loop Station. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, nous non plus, on ne savait pas. Mais si vous restez avec nous, il nous fera une démonstration en live avant son concert de demain au Transmusical de Rennes. Sans oublier, en fin d'émission, le débriefing de la truculente Catherine Bossard. Voilà pour le menu de ce matin. Bienvenue à bord, bon début de journée. Bienvenue Armel Lecléache. Merci. On va aller prendre son élan pour le, pour le sommaire. Mais vous savez, comme vous, je ne lâche rien. C'est clair. Mais alors, vous êtes né à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère, jolie région, que vous adorez, bien sûr. Vous avez 40 ans et vous êtes entré au panthéon des skippers de légende. Ça y est, c'est fait. Alors nous, on voulait remonter un peu aux origines d'un mythe, justement. Et pour ça, on vous propose de tirer un premier petit papier. Allez-y. On va essayer d'en savoir plus sur vous. Très bien. Papouze-Glace. Papouze-Glace, qu'est-ce que ça évoque? Alors Papouze-Glace, c'est le nom du bateau de mon papa. Quand j'étais plus jeune, c'était le bateau de croisière familial, à Mélodie, donc un monocoque de 10 mètres, et avec lequel moi, j'ai appris à naviguer finalement tout jeune, parce qu'il nous emmenait, moi et mes frères et sœurs, sur le bateau familial, traverser la Manche. On partait donc de Saint-Paul-de-Léon et on allait jusqu'en îles Scilly, au large de l'Angleterre, même des fois on prolongeait jusqu'en Irlande. Et puis ce sont les premières, je pense, transmissions un petit peu de la passion de la mer, de la voile. Pas forcément de la compétition, mais voilà, de vivre ensemble sur un bateau. Alors c'était pas toujours facile. C'est l'esprit aussi qui vous plaisait, au-delà de la voile en tant que telle, c'est ça? Oui, de liberté finalement, d'être dans un espace de liberté, d'être autour de nous il y avait bien sûr que l'océan, que la mer. On allait aussi au mouillage bien sûr de temps en temps. On profitait de l'annexe pour pouvoir débarquer sur les îles et aller jouer sur la plage avec le petit avenot et puis pêcher les coquillages. Donc ça, c'était sympa. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté d'être un petit peu au milieu de nulle part sur un bateau en famille et de partager de très belles valeurs. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier, justement, des valeurs, on va en parler également, évidemment. Loïc Kardec. Alors ça, c'est un souvenir marquant pour vous. Vous aviez quel âge? Alors j'avais 9 ans. C'était effectivement le départ de la route du Rhum en 86. Moi, avec mes frères et sœurs et mes parents, on allait, bien sûr, comme beaucoup de Bretons et de passionnés de voile, on venait voir le départ de la route du Rhum à Saint-Malo. Et donc on était venus quelques jours avant ce grand départ voir ces bateaux incroyables. Et je me rappelle de ce grand catamaran géant, le catamaran royal que skippait Loïc Kardec. Ça m'avait impressionné. Moi, je commençais l'optimiste à cet âge-là, donc voilà, j'étais dans mon petit bateau à Saint-Paul-de-Léon, un petit bateau qui faisait à peine 2 mètres. Et là, c'était un grand catamaran de plus de 25 mètres. C'était très impressionnant. Et puis, malheureusement, Loïc a disparu sur cette édition de la Route du Rhum. Ça avait à l'époque beaucoup marqué le monde de la voile. On en avait beaucoup parlé, bien sûr, dans les médias. Et donc voilà, c'était la Route du Rhum reste une course mythique. J'ai eu la chance d'y participer 2 fois. Et je serai au départ l'année prochaine. Encore bientôt, voilà. Et donc oui, c'était un monument aussi de la voile avec le Vendée Globe. Et là, vous vous êtes dit, quand Loïc Kardec a disparu, c'est quand même risqué, mais ça m'attire. À l'époque, je pense que j'étais pas forcément, je me sentais pas forcément capable, ou en tout cas me dire qu'un jour je serais comme eux, marin, skipper au large comme ça. J'avais pas cette
forcément ce talent-là et cette envie-là. J'étais plutôt admiratif surtout. J'avais les posters de pas mal de skippers et de bateaux dans ma chambre. Mes copains avaient plutôt des posters de footballeurs et moi c'était plutôt les marins et les bateaux. Voilà, moi c'est venu un peu plus tard. Je pense qu'en grandissant, justement, j'ai acquis de l'expérience, j'ai navigué sur différents types de bateaux, j'ai grandi en fait un peu aussi avec la taille de mes bateaux sur lesquels j'ai navigué. Et puis à un moment, voilà, je me suis dit pourquoi pas la route du Rhum. J'ai eu la chance de le faire la première fois en 2006 sur un monocoque. Et puis derrière, j'en ai d'autres éditions et puis le tour du monde après. A commencé. Vous restez avec nous, Armelle Leclèche. On évoquera bien sûr votre parcours tout au long de cette émission. On va rester dans l'univers des bateaux. Mais alors vous allez voir, c'est pas tout à fait le même genre. Cette fois-ci, on va parler des bateaux lavoirs. Et oui, il y en avait dans nos villes bretonnes. Eh bien, c'est une histoire que va nous raconter Marc Bergère, qui va nous rejoindre de ce pas. Bonjour Marc. Bonjour. On reste dans l'univers du bateau, donc avec vous. Hein. Tout à fait, votre question de bateau. Mais alors pas tout à fait les mêmes quand même. Hein. Ça va un peu moins vite, les bateaux lavoirs. Ça ne bouge pas forcément beaucoup, même si on était déplacé parfois à certaines époques à Rennes. Mais de fait, on va parler de bateaux lavoirs. C'est une façon décalée de porter un regard sur les 30 Glorieuses, notamment dans leur rapport un peu ambivalent à la modernité, puis aussi au rapport de genre, c'est-à-dire au rapport homme-femme. Eh bien écoutez, on regarde l'archive tout de suite. Elle est de 1967 et on en parle juste après. On est à Rennes. Dites-moi, il y a combien de temps que vous faites ce métier-là? Oh, près d'une vingtaine d'années, moi. Et vous allez être obligé de l'abandonner? Mais oui, malheureusement. Hein. Est-ce que c'était un beau métier? Est-ce que ça vous plaisait? C'est pas que c'est un beau métier, mais quand on a la routine de ça, oui, c'est une autre chose. Hein. Moi, on dit que les lavandières sont bavardes. Est-ce que c'est vrai, ça? Pas plus que d'autres. On a la réputation, mais pas quand même, on sait se raisonner. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on racontait comme ça dans les bons moments? Les potins de la ville, tout ça? Oh, ben des blagues, forcément. Oui. Plaisanteries. Oui. Est-ce que vous croyez que c'était mieux de laver son linge comme ça à l'eau courante que dans les machines? Est-ce que c'était mieux à cette époque-là, à votre avis? Moi, je trouve mieux. On l'aime, notre métier. On a beau avoir des ennuis, mais enfin, on l'aime quand même, ça. Oui. Ah oui. Et là, vous avez vraiment du regret de voir ce lavoir Bah faire? oui, dans l'ensemble, oui. On a du regret. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ça, vous savez, c'est difficile hein, de savoir ce qu'on va faire. Hein. Pas facile à trouver, hein, le travail. C'est ça la question. Hein. Alors, c'était avant l'arrivée des lave-linges dans les foyers. Et c'est vrai que cette archive nous ramène 50 ans en arrière, dans une période qu'on a oubliée quand même. C'est vrai, vous avez raison, on l'a presque oublié, mais avant que les machines effectivement ne s'imposent dans les foyers ou dans les laveries automatiques, comme on apercevait à la fin d'ailleurs de l'archive dans le document donc initial, on a oublié que dans nos villes, et finalement 50 ans, il n'y a pas si longtemps, cette activité de lavage du linge s'effectuait donc aussi dans l'espace public. Et notamment à proximité des cours d'eau. Et Rennes ne déroge pas à la règle. On a eu effectivement il y avait 6 bateaux lavoirs à Rennes à la fin du 19e siècle, encore 2 après 1945, l'un à la confluence de l'Ille et de la Vilaine, l'autre près de la rue du Pont des Loges. Donc, et c'est le dernier à fermer, celui-ci en 1967. Alors on le voit bien dans le document, effectivement, donc ces bateaux lavoirs étaient couverts donc il y avait un toit qui protégeait plus ou moins les intempéries, puis on avait 2 espaces différents, l'un à proximité immédiate de l'eau qui était plutôt dédié donc au lavage du linge stricto sensu, et puis l'autre un petit peu en retrait, parfois même sur la rive, qui était plutôt dédié lui aux chaudières, aux lessiveuses pour faire bouillir le linge, et puis il y avait un espace séchoir aussi. Alors, ce reportage nous rappelle un métier totalement disparu, c'était celui des lavandières. Les bateaux lavoirs, c'était un univers uniquement féminin ? Quasi exclusivement féminin. Les propriétaires étaient souvent masculins, mais de fait, c'était un métier principalement féminin, mais avec tout, différents métiers. Il y avait différents métiers. On avait d'une part, la personne qui s'exprime était une salariée, une employée du bateau lavoir, qui appartenait à M. Meignier. Donc là, on était vraiment dans l'univers du salariat, mais il y avait aussi des travailleuses indépendantes
qui finalement travaillaient à la tâche, ou plutôt d'ailleurs, comme on disait à l'époque, travaillaient au paquet, c'est-à-dire qu'elles venaient laver leur paquet de linge donc au bateau lavoir. Et puis il y avait aussi des ménagères qui venaient donc laver au bateau lavoir pour leur propre compte. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que au-delà effectivement de ces bateaux lavoirs ou des lavoirs urbains qui existaient par ailleurs, l'activité de lavage du linge au fil de l'eau, si je puis dire, se pratiquait aussi de manière très sauvage tout au long donc des cours d'eau, sur des paliers ou des escaliers donc qui descendaient, ou de cales donc qui descendaient donc à la rivière. Alors cette pratique était en théorie interdite à Rennes par arrêté municipal depuis le début du XXe, mais on sait qu'elle a perduré jusqu'au second XXe siècle quasiment, donc inclus. C'était aussi des lieux de rencontre, bien sûr. Forcément, des lieux. Il y avait une fonction sociale à ces bateaux lavoirs. Oui, c'était des espaces, elle le dit d'ailleurs, c'est des espaces où on discutait, des espaces de travail, mais des espaces aussi de sociabilité, des espaces où on échangeait à la fois des potins, mais aussi des informations. Et ce qui me frappe toujours, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réhabilitation, la rénovation de ces lavoirs, eh bien donc on met beaucoup en avant cette fonction sociale de lieu de rencontre. Je vois notamment la restauration en cours, donc au nom du budget participatif de la ville de Rennes, par exemple, du lavoir brillant, boulevard de Chézy, qui va être un petit peu restauré dans cet esprit. Alors ça pose aussi la question du lien entre genre et modernité. On voit que la répartition des tâches n'a pas tellement changé. Voilà, alors c'est ce que montre bien effectivement, y compris dans la partie muette du document à la fin, c'est-à-dire que d'une part il y a deux observations par rapport au genre. Moi ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'effectivement la pénibilité des tâches ne préjugeait en rien de la répartition sexuée des rôles. C'est-à-dire que le métier de lavandière était un métier qui était un métier de force à certains égards et un métier pénible et qui était pourtant considéré comme un métier féminin entre guillemets. Et puis l'autre élément, on l'a vu à la fin dans la partie muette, c'est quand on a vu le lavomatique, on peut avoir l'impression avec la modernité qu'il suffit de mettre un jeton dans la machine et que de fait les choses en sont plus faciles. C'est vrai, elles sont bien sûr plus faciles objectivement, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement ça n'allège pas pour autant et ça ne partage pas, comme vous le dites fort bien, davantage les tâches au sein des couples, des familles et de la société. Et en ce sens, je nuancerais fortement le slogan donc d'une grande firme d'électroménager donc des années 60 qui avait lancé ce slogan justement pour vendre ces appareils électroménagers selon lequel effectivement donc la modernité libère la femme. Je ne suis pas complètement convaincu au regard donc du partage des tâches. Ça se saurait, effectivement. Merci beaucoup, Marc Bergère. Vous connaissiez les bateaux lavoirs, Armand Lecléache ? Non, pas du tout. C'est vrai que c'était incroyable de voir ces images comme ça, là, 50 ans après. Ces bateaux sont restés... il en existe encore aujourd'hui Non, alors les bateaux lavoirs en tant que tels, non. Mais par contre, le lavoir qui était donc le long de l'île, donc boulevard de Chézy, dans le cadre du budget participatif de Rennes, va être restauré en espace de rencontre, justement. Donc, c'est effectivement cet esprit. Alors, il faut reconnaître aussi qu'on les a déplacés un petit peu au fur et à mesure. On les a éloignés des centres-villes pour des raisons aussi d'hygiène publique. Oui, on considère que ce n'est pas forcément souhaitable d'avoir ça en pleine ville. Bon, alors, on va rester dans l'univers des bateaux et on va revenir vers vous. Armel, vous êtes en lice pour recevoir ce soir par la région Bretagne le prix du sportif breton de l'année. On verra si c'est le cas. Quelle année, justement, quelle année 2017 ? Si vous deviez retenir une image marquante de cette année-là, ce serait quoi ? Sûrement l'arrivée au Sable d'Olonne, le 19 janvier dernier. C'était pour moi un moment très fort, parce que c'était bien sûr la victoire de ce Vendée Globe. Après 3 participations, 2 deuxièmes places en 2008 et puis en 2012. Et puis surtout de le vivre et de le partager avec tous les gens qui m'ont accompagné justement sur ces 10 années de défis. Bien sûr beaucoup le sponsor, les sponsors et la Banque Populaire bien sûr qui m'accompagne depuis maintenant 6 ans, 7 ans. Toute l'équipe technique qui travaille avec moi parce que tout seul on ne fait pas grand chose, on a besoin d'une équipe professionnelle avec laquelle je travaille à Lorient. On est basé là-bas pour préparer nos courses et construire nos bateaux. Et puis bien sûr tous les amis, la famille essentiellement, bien sûr, ce sont les fidèles depuis de nombreuses années qui me soutiennent, qui m'accompagnent dans ces projets, qui restent à terre finalement, que je abandonne quelques semaines, voire là pour le coup 74 jours. Mais que vous emmenez dans votre cœur. Et que j'emmène avec moi et que de vivre ensemble cette belle journée. C'était un moment merveilleux. Écoutez, justement, on va se rafraîchir un tout petit peu la mémoire. On va retrouver ces quelques secondes d'émotion à votre arrivée. Tout de suite. Je la voulais tellement, cette victoire. Voilà, j'ai réussi. Waouh, j'ai réussi. Oui, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, à l'arrivée. On passe finalement de 74 jours en mer où on est très concentré, c'est un stress permanent, on fait comme un parcours qui est compliqué, on part des Sables d'Olonne pour faire le tour du monde, en passant par les 3 caps, on rentre dans les mers du Sud, les 40e rugissants, les 50e hurlants, voilà, il y a un stress qui peut
peut être compliqué, notamment quand on affronte des conditions difficiles, hein, les mers du Sud, avec les vagues et le vent très fort. Et puis une pression aussi des adversaires, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, on était 29 concurrents au départ. Il y a eu notamment un Anglais, Alex Thompson, qui termine deuxième, qui m'a mis beaucoup de pression sur la remontée de l'Atlantique, sur les dernières semaines, les derniers jours de course. Donc voilà, moi je me suis mis aussi une pression sur la fin. Et donc quand on arrive à l'arrivée, je me rends compte que oui, enfin, je vais franchir la ligne et je serai le premier à le faire. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail aussi et de sacrifice finalement pour y arriver. Donc c'est très fort. Le sacrifice, c'est un mot que vous employez. Et c'est pour ça que le livre que vous venez de sortir aux éditions Robert Laffont s'appelle Le prix de la victoire. Il y avait un prix à payer pour cette victoire? Oui, c'est ce que j'ai voulu dire dans ce titre, c'est tout le chemin finalement, tous les engagements, le travail finalement pour arriver à gagner une course comme celle-là. Ça se fait pas, en tout cas pour moi, du premier coup. Il m'a fallu 3 tentatives et c'est tout un parcours finalement. Vous êtes le chacal en même temps. Voilà, un cheminement pour y arriver. Vous ne lâchez rien. On lâche rien. Il faut, même si on a des difficultés, même si on n'arrive pas forcément du premier coup, il y a de la persévérance, bien sûr, du caractère. Je pense que aussi le côté breton a beaucoup aidé dans ce sens. Mais c'est sûr que voilà, ça demande du temps, voilà, pour arriver à réaliser des projets. Là, c'est un projet professionnel et sportif avant tout. Et c'est aussi ça que j'ai voulu témoigner dans mon livre. Pour vous, c'était plutôt raconter l'homme que le marin, finalement? Est-ce que c'était pour vous... Parce que vous ne pouviez pas raconter vos émotions pendant la course. Vous aviez du mal à le faire, en tout cas. J'ai du mal à le faire parce que c'est vrai que moi, je visais la victoire. Quand on est en tête de course, on est dans un engagement peut-être un peu plus fort que ceux qui sont derrière parce qu'on on va beaucoup plus vite. La pression est peut-être un peu plus forte que peut-être certains qui viennent juste pour vivre d'abord une aventure et terminer le tour du monde. Donc voilà, moi j'avais pas forcément le temps pour envoyer beaucoup d'images et raconter tout ce que je vivais. J'ai voulu le faire plutôt après, voilà, dans ce livre, de raconter ce Vendée Globe, mais aussi les 2 autres que j'ai vécus, parce qu'ils ont été aussi très importants dans ma victoire. Beaucoup d'expériences accumulées justement sur mes 2 premiers Vendée Globe. Le premier, c'était vraiment la découverte, un Vendée Globe initiatique. J'avais jamais passé plus de 3 semaines en mer d'affilée, j'avais jamais été dans les mers du Sud, donc j'ai appris énormément de choses. Et puis le deuxième, avec cette 2e place derrière François Gabard, à seulement 3 heures après 78 jours de course, là aussi j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit que j'étais capable de pouvoir gagner, j'étais pas loin cette fois-ci. Et là, voilà, c'était finalement le Vendée Globe de la maturité, peut-être sur le 3e avec cette victoire au bout. Vous avez eu du mal à revenir sur Terre? C'est très difficile. À l'arrivée, c'est très brutal. On est submergé par cette vague de sollicitations. Il y avait plus de 400 000 personnes à l'arrivée. On retrouve tous les gens qui m'ont aidé, et bien sûr ma famille. Je me suis habitué à ma solitude sur mon bateau, à cette vie un petit peu compliquée, spartiate, inconfort. Et puis, tout d'un coup, voilà, on retrouve tous ces gens qui sont là pour moi. C'est très fort. Voilà, on a du mal à poser le pied à terre, on a du mal à atterrir finalement. On est pris par un marathon médiatique qui s'enchaîne très vite, avec beaucoup de rendez-vous. Moi, je suis parti à Paris 2 jours après. Je suis rentré finalement chez moi en Bretagne Sud seulement 10 jours après. Donc c'est difficile parce que bien sûr il faut répondre à tout cet engouement médiatique, cet engouement populaire, parce qu'on a fait voyager beaucoup de gens à travers notre aventure, la mienne et celle des autres concurrents. Mais voilà, quelque part, on n'est pas encore présent pour sa famille, ses enfants, sa femme, bien sûr. Donc c'est un petit peu difficile à trouver l'équilibre quand on arrive comme ça. Bon, Armel Lecléache, vous restez avec nous. Hein. Vous êtes un homme du grand large, mais est-ce que vous êtes aussi un homme d'intérieur? J'aime bien être aussi, quand je suis pas sur mon bateau, j'aime bien être justement prendre du temps pour ma famille, être à la maison et profiter un petit peu de ce temps-là. Bon, alors on va voir qu'il est parfois compliqué de se lancer dans un projet d'aménagement d'intérieur. Pour nous aider, on va recevoir tout de suite Aurélie Vérité. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous demander un projet d'aménagement pour intérieur de bateau cette fois, mais pour l'aménagement d'une chambre. Oui, tout à fait. Ce matin, je vais vous présenter un projet d'aménagement de chambre pour un couple qui avait une maison qui a été totalement rénovée, mais qui cherchait des idées pour aménager leur chambre. On voit justement la photo de la chambre. Alors, comment était-elle au départ, cette chambre? On va regarder. Donc, c'est une belle pièce, une chambre où on voit qui est finie, un sol parquet propre, une belle peinture au mur, les arrivées d'électricité, mais... ils recherchaient des idées pour aménager la tête de lit et créer un aménagement avec du rangement, quelque chose de cosy.
Alors, quel projet avez-vous proposé ? Voilà, en fait, on a aidé la personne en lui présentant pas mal de photos pour qu'elle nous dise ce qu'elle aime pas, ce qui a permis aux professionnels Juliette, une créatrice d'intérieur, de réfléchir à l'aménagement de la pièce. On va voir justement les plans, comment est-ce qu'on a organisé cette pièce. Donc là, c'est la chambre vue de dessus, on voit le lit au milieu, 17 mètres carrés. Il y avait déjà un dressing sur toute une partie du mur, donc elle a aménagé, on va voir au-dessus du lit, la tête de lit pour créer un gros volume et créer du rangement. Et puis elle a travaillé dans la longueur du mur pour continuer avec une étagère. Alors, comment avez-vous aménagé, imaginé plutôt ce concept d'intérieur à proprement parler ? Alors on va le voir justement avec un croquis. C'est un concept assez englobant au niveau de la tête du lit qui a permis de reprendre la tête de lit en simili-cuir que les clients avaient déjà et de créer des rangements sur les côtés, vous voyez. Elle a rehaussé la tête de lit pour créer une assise qui soit confortable, pour bouquiner le soir, en intégrant des lumières, aussi pour un confort de lecture. Donc voilà un petit peu le concept qui a été proposé. Très bien. Alors, au niveau des couleurs, est-ce que vous avez imaginé des tendances ? Oui, alors voilà, dans ces projets, il faut faire une sélection pour avoir une cohérence. Là, on a renforcé l'usage du bois, des tissus à grosse maille et aussi des couleurs, des accessoires, des bougies pour créer une ambiance cocooning dans cette chambre. Alors, c'est étonnant, hein, cet effet bois. Comment c'est conçu cet aménagement effet bois ? Alors en fait ici, pour ce type d'aménagement de tête de lit, on travaille avec des produits qui sont fabriqués directement en usine, en France ou en Europe, pour essayer de rechercher aussi un bon rapport qualité-prix. D'accord. Alors ça a donné quoi ? Parce que nous, on a envie de voir le résultat voilà, final. C'est toujours ça. Tout le monde est très attentif au rendu. Alors je vous ai amené quelques visuels pour voir justement en 3D ce que ça donne, où on voit... sympa. Ouais, voilà, l'aménagement, l'intégration de la tête de lit avec une porte ouverte où il y a du rangement sur le côté. Sur le dessus, ça permet de mettre un peu de bibelots et puis de les faire bouger dans le temps. Et voilà, il y a quelques visuels pour voir un petit peu. Voilà. Alors, au niveau du budget, on va poser la question qui fâche. Vous avez estimé à combien à peu près cet aménagement ? Alors, l'aménagement, là, il est en deux parties. Il y a toute la partie meuble au-dessus de la tête de lit. On est à 2 600 €. Le meuble et la pose comprise en budget. Et puis, le côté déco avec les tissus, les coussins, les tapis, les suspensions, on est à peu près à 1 200 €. D'accord. Bon, et donc ça fait un budget global à peu près de 3 800 €. Hein, oui, c'est ça. Bon, on va économiser un petit peu. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup Aurélie. Et on rappelle qu'on peut retrouver tous vos conseils sur votre site internet osermonintérieur.fr. Et on se retrouve dans 15 jours pour d'autres conseils. Merci. Armelle, ça vous inspire ce type d'aménagement ? Vous êtes du genre à tout bouger dans la maison ? Il faut que je m'occupe de ça chez moi parce que j'étais pas là pendant l'hiver. Donc j'ai un petit peu de travaux à faire en retard. Et donc justement, je dois réaménager un peu la chambre et faire des rangements. Donc voilà, ça va m'inspirer. Vous savez où vous trouver. Très bien. On va maintenant partir, si vous le voulez bien, dans une des plus mythiques forêts bretonnes, la forêt de Brocéliande, bien sûr, à la découverte du village de Concoré. Et pour cela, c'est une escapade qui nous est concoctée par Pierrick Gaveau, qui nous rejoint de ce pas. Bonjour Pierrick. Bonjour Laurence. Vous nous emmenez ce matin donc dans le Morbihan, à Concoré. Puisqu'on est à Brocéliande, les légendes bien sûr ne sont jamais très loin. Et comme vous les racontez très très bien, voilà, on va vous demander de nous expliquer la création de ce village. Oui, alors Concoré, il y a plusieurs explications possibles pour la création du village, notamment celle qui parle de deux chevaliers, forcément on est en Brocéliande, qui s'appelaient Pontus et Isogwè, qui étaient fâchés à mort. Et puis un beau jour, ils se sont retrouvés, ils se sont croisés un matin. Et miracle, ils se réconcilient et à l'endroit de la réconciliation, on aurait bâti une chapelle sous le vocable de Notre-Dame de la Concorde, forcément, qui serait devenue une église autour de laquelle s'est créé le bourg de Concoré en maison de pierre du pays, le fameux schiste rouge. Et puis il y a une autre explication qu'on peut rattacher à l'étymologie bretonne. Concoré, ce serait la francisation, mais on parle de Concored, qui serait le Val des Fées. Alors là, c'est normal, les fées en Brocéliande. D'ailleurs, il y a plein de sites de la commune qui parlent des fées, et notamment un petit village qui s'appelle Trébran, où à la sortie du village, on trouve
3 menhirs couchés. Et l'histoire raconte que ce sont les fées de Brocéliande qui étaient des fées bâtisseuses qu'on avait appelées à la rescousse pour bâtir le Mont-Saint-Michel. Donc elles transportaient des cailloux de la région dans leur tablier et puis elles les emmenaient au Mont-Saint-Michel. C'était des petites fées bien musclées. Voilà. Et puis il y en a une qui était un peu plus étourdie que les autres, qui a fait un tour supplémentaire. Elle a croisé les copines qui revenaient, qui lui ont dit c'est pas la peine, ça y est, c'est fini, laisse tomber. Bah, c'est ce qu'elle a fait, elle les a pris au mot, elle a laissé tomber ses 3 cailloux, c'est devenu les 3 roches de Trébran. D'accord. Alors Concoré, c'est aussi un endroit qui a une particularité historique. Oui, tout près de Trébran, là, juste au-dessus, il y a un endroit qui s'appelle Point-Clos, qui a participé à l'histoire de l'aviation naissante dans les années 1920. On y a installé un terrain d'aviation qui a vu passer notamment le Morbihanais Joseph Lebris, et puis aussi en décembre 1930, qui a vu atterrir Coste et Bellonte, ça doit parler aux navigateurs aussi, puisque eux, c'était dans les airs. Ils venaient de traverser l'Atlantique, ils revenaient de leur traversée est-ouest de l'Atlantique, et ils ont atterri à Concoré. Et c'est devenu un terrain ensuite pour l'armée allemande, mais le commandant de l'unité à ce moment-là privilégiait le bien vivre, il a fait une piscine, il a fait un arboretum, et puis est passé donc l'escadron de chasse de l'armée de Patton en 1944, puis voilà, c'était la fin de Point-Clos. Revenons aux faits, si vous voulez bien, parce que qui dit Brocéliande dit Viviane, forcément. Oui, entre autres, 3 éléments à propos de Viviane sur la commune de Concoré. Le premier, c'est, on dit qu'elle vivait dans un château, dans le château de son père, et ce château, c'est le château de Compère, au bord de son étang, là où Merlin a construit un palais de cristal pour Viviane, pour qu'elle puisse élever Lancelot, en faire le meilleur et le plus pur des chevaliers, d'où Lancelot du Lac. Et puis aujourd'hui qui est donc occupé par le centre de l'imaginaire arthurien qui raconte évidemment toutes ces histoires superbes. On parle aussi d'intervention de fées au moment de la Révolution. Il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Guillotin, qui était poursuivi par les soldats républicains et qui savait où il pouvait se cacher, c'était dans un arbre creux. Alors il a filé dans la campagne, il s'est caché et les soldats arrivent derrière lui. Cherche un petit peu partout, hésite à entrer, à fouiller autour de l'arbre, et il y en a un qui voit juste à l'entrée de l'arbre une grande toile d'araignée intacte. Donc il s'est dit qu'il ne pouvait pas être là. Probablement l'intervention d'une fée, ça ne peut être que ça. Mais cet arbre, par contre, il existe. Depuis, il s'appelle le chêne à guillotin, et on dit qu'il aurait peut-être 1000 ans. Alors voilà, mais il est encore magnifique. Il a du mal à vivre, c'est vrai qu'il faut le protéger parce que... 1000 ans quand même. Voilà. Alors pour celles et ceux qui souhaitent plonger au cœur de Brocéliande, vous nous proposez également un livre ce matin. Oui, alors je vous fais une révélation. On adore ça. Viviane, elle écrit des livres et elle vit avec Philippe. Je ne vous dis que ça. Alors l'explication c'est simple, c'est Philippe Manguin et Viviane Fédieu Daniel. Fédieu, ça s'invente pas non plus. Et ils viennent de sortir un ouvrage qui s'appelle Brocéliande entre rêve et réalité. Je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que c'est une pépite. Ce livre, c'est un vrai cadeau de Noël, plein de richesse et d'une grande beauté. C'est le genre de livre, d'abord Philippe Manguin qui fait des photos absolument à tomber par terre, Viviane qui écrit des textes, qui les a traduits aussi, qui les a fait traduire aussi en anglais. Et ce livre, c'est le genre de bouquin qu'on va ouvrir quand... on a un petit moment à passer, quand on ne sait pas quoi faire, voilà, un petit coup de mou, on ouvre une page et hop, on part. Toute une magie à l'intérieur. Ah oui. Merci beaucoup Pierrick, et puis on vous retrouve pour vos escapades quotidiennes sur France Bleu Armorique. Merci. Merci infiniment. Armel, vous êtes un fanat de légendes et de livres. Qu'est-ce que vous emmenez quand vous partez en mer ? Ouais, justement, ces histoires fantastiques, moi, ça me parle beaucoup parce que j'avais amené, notamment sur mon premier Vendée Globe, Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, qui parle un peu aussi de fées, d'elfes. Et donc voilà, je trouvais un peu le parallèle entre moi, mon voyage un peu initiatique autour du monde, dans des contrées hostiles, et puis voilà, ce personnage, Frodon, qui part un peu à l'aventure et qui va vivre aussi une aventure incroyable. Et donc voilà, la forêt de Brocéliande, ça me parle bien. J'amènerai peut-être le livre pour le prochain tour du monde. Vous voyez, vous partirez avec Viviane la prochaine fois. Viviane, voilà. Alors justement, vous partez pour une nouvelle aventure, à nouveau dans le monde des géants cette fois-ci, avec un nouveau bateau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est vrai qu'on a changé de catégorie avec mon partenaire Banque Populaire.
On a vendu le bateau sur lequel j'ai fait le Vendée Globe. Il est parti notamment à Saint-Malo avec un skipper qui s'appelle Louis Burton. Ça doit être dur de s'en séparer quand même. Hein. Oui, c'est vrai que je savais déjà à l'arrivée, parce que avant de partir, le bateau était déjà presque vendu. Et puis l'affaire s'est finalisée à l'arrivée du bateau. Donc voilà, c'était une belle histoire, parce que moi j'ai vu naître ce bateau, j'ai participé à la construction, bien sûr au choix à faire pour le mettre en route. Et puis derrière, ces belles courses, il y a eu bien sûr la victoire au Vendée Globe, j'avais gagné aussi la Transat anglaise quelques mois avant. Donc c'est une séparation, mais c'est une belle histoire. Je sais que le bateau va continuer à naviguer, il fera le prochain Vendée Globe. Et nous justement, on ne sera pas sur le prochain Vendée Globe, on va changer de catégorie, on va partir sur ces grands trimarans, ce qu'on appelle les ultimes. Donc c'est un bateau qui fait 32 mètres de long. Alors c'est des trimarans qui volent quasiment au-dessus de la mer. Exactement, et donc équipés de nouvelles technologies, notamment ce qu'on appelle les foils, avec ces espèces d'ailes un petit peu qu'on déploie sous le bateau. Voilà, on voit l'image avec des plans porteurs sur les safrans, donc c'est un peu technique, mais c'est en gros ça permet avec la vitesse, comme un avion un petit peu, de pouvoir décoller. On va être à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l'eau, et ça permet au bateau d'accélérer, d'avoir moins de résistance et moins de frottement à la mer, et donc ce qui permet d'atteindre des vitesses assez exceptionnelles. On a déjà atteint des pointes à plus de 40 nœuds, donc c'est quasiment 80-90 km/h avec un bateau, c'est très rapide. Donc c'est avec ce bateau-là que je vais notamment participer à la Route du Rhum, dans la catégorie Rennes, la catégorie des ultimes. Je vais retrouver François Gabard, qui est en ce moment en train de faire un tour du monde incroyable, Thomas Coville, qui a été élu marin de l'année il y a quelques jours, et puis d'autres grands skippers. Et puis on aura aussi un tour du monde en 2019, une nouvelle course qui partira de Brest pour faire le même parcours que le Vendée Globe, mais sur ces bateaux-là, en solitaire, et revenir à Brest en 2020. Sacré programme, votre planning est plein jusqu'en 2020. Là, le programme est bien chargé, il y a de quoi faire. C'est vrai que c'était une belle aventure, le Vendée Globe, avec Est-ce que justement cette victoire du Vendée Globe a fait évoluer vos choix technologiques sur ce nouveau bateau ? Ou c'était déjà acté avant Alors, le bateau était déjà parti en construction avant que je parte sur le Vendée Globe. On avait ces deux projets un peu en parallèle. Après, je pense que ce qui nous a permis de progresser, et notamment de faire ce bateau aujourd'hui sur lequel on est vraiment content, c'est l'expérience accumulée avec toute l'équipe. Voilà, c'est notre deuxième bateau qu'on construit ensemble. Donc il y a beaucoup de systèmes à bord des bateaux. Il y a la technologie embarquée, informatique, électronique, mais aussi des composites. Il y a de la mécanique, il y a de l'hydraulique. Donc chaque personne dans l'équipe est un expert dans son domaine, et voilà, je pense qu'avec l'expérience aussi des courses, quand on revient avec un bateau, et il y a quand même souvent pas mal de petits problèmes, ces bateaux qui souffrent beaucoup. Vous l'avez mis à l'eau fin octobre, c'est ça ? Et on l'a mis à l'eau il n'y a pas longtemps, effectivement, à Lorient. Et donc on est en train en ce moment de le découvrir, de le fiabiliser, de le régler pour être fin prêt pour la Route du Rhum, parce que ça c'est dans moins d'un an et ça va venir très vite. Alors en fait, vous avez encore des choses à apprendre, ça rassure finalement. C'est le vol sur l'eau finalement que vous apprenez. Oui, tout à fait, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est des bateaux, ce sont des bateaux laboratoires un petit peu. Ces technologies seront peut-être un jour sur les bateaux de Monsieur Tout le Monde, ces bateaux de plaisance. On a déjà des foils qui arrivent sur les dériveurs, on en voit un peu partout. C'est les générations des jeunes qui sont derrière moi. Peut-être certains pourront tester ces foils sur des catamarans, sur des planches à voile, sur des kites. Et pourquoi pas maintenant, dans le futur proche, sur des bateaux de plaisance. Donc ce ne sera plus le bateau de mon papa comme j'ai pu le vivre quand j'ai appris à naviguer, mais plutôt des bateaux un peu plus rapides peut-être avec cette technologie. On vous sent un peu comme un enfant devant ce nouveau jouet, c'est rigolo à 40 ans. Ouais, on était tous comme des vrais enfants là. La première sortie, là, les images qu'on voit, c'est vraiment la première sortie du bateau. Merci d'ailleurs à Eric Juchor. Et on était, on n'était pas forcément prévu d'essayer de voler dès le premier jour. Et puis voilà, on était plutôt à essayer de voir s'il n'y avait rien qui cassait, il n'y avait pas de bruit anormaux. Et puis finalement, on s'est dit que tout fonctionnait bien. On a un petit peu commencé à accélérer. Et puis là, on a vu que le bateau sortait de l'eau. Et c'est des bonnes sensations, oui. C'est aussi la finalité d'une belle histoire de construction. C'était 18 mois de construction avec tout un chantier à Lorient, le chantier CDK, les architectes. On travaille avec beaucoup d'entreprises bretonnes et françaises qui travaillent autour de ce bateau. Donc on emmène beaucoup de monde aussi là avec nous à terre et dans ce projet technologique. Et donc on est très heureux de le montrer aussi ces images rapidement avec tous les gens qui nous ont suivis et tous les gens qui vont nous suivre aussi sur les aventures qui arrivent, parce que c'est des beaux projets maintenant en mer. La partie technique construction est terminée et maintenant il va falloir aller naviguer. Est-ce que vous avez un rêve ultime, Armel Lecléache ? Ce serait quoi votre rêve ultime ? Le rêve ultime, c'est sûr qu'il y a cette Route du Rhum déjà, d'arriver le premier à Pointe-à-Pitre. Ce serait super. Voilà, c'était une course, on en a parlé, mythique, qui a une vraie histoire, avec de grands marins qui ont gagné cette course. Moi, je me rappelle de voir à la télé les arrivées de Florence Artaud, de Philippe Poupon, de Laurent Bourgnon, entre autres, qui, quand on était gamin, on suivait ça sur France 3, sur Thalassa, en direct.
des grands moments voilà, incroyables. Et puis d'être au départ de cette course, c'est génial. De pouvoir la gagner un jour, d'inscrire son nom à mon palmarès, ce serait fantastique. Donc voilà, pourquoi pas l'année prochaine. On va y travailler. On a le bateau pour ça. Maintenant, il y aura une concurrence redoutable qui sera aussi très affûtée. Et donc il va falloir être vigilant. C'est vraiment un sprint pour aller jusqu'à Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas un marathon comme le Vendée Globe. Là, on part pour une semaine de traversée avec ces bateaux géants. Ça va très vite. Et donc, il faudra faire le moins d'erreurs possible. On vous fait confiance, il n'y a pas de problème. On va recevoir tout de suite Patrick Soulabaille qui a tout un tas d'anecdotes dans sa besace. On le rejoint. Bonjour Patrick. Oh, vous arrivez avec les yeux brillants. Alors là c'est normal. Ça promet. Ça promet. Plateau. Donc je suis très content. On se connaît depuis pas mal de temps quand même. Et ce qui est bien, Armel Lecléache, je le dis, puisque c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas changé. On s'est connus il y a combien de temps? Il y a presque une petite vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui n'a pas changé. On voit parfois des gens qui acquièrent une certaine notoriété, qui se comportent un peu différemment. Je crois que Armel, lui, il est fidèle en amitié. Et puis voilà, c'est bien. C'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez comme anecdote à nous révéler sur Armel Lecléache? Attention. D'abord, c'est un grand fan d'En Avant Guingamp, vous le savez peut-être pas. Toujours? J'aime bien les clubs de foot bretons, bien sûr. J'aime bien le sport en général. Donc ça, c'est sûr que je suis ça de près. Et puis Guingamp, quand ils ont notamment eu leur belle aventure de montée rapide et d'arriver en Ligue 1, on suivait ça de très près. Il aime bien également le golf. Ah. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Alors, on doit avoir une photo de Armel en plein swing. Si jamais on l'apercevait, ça serait bien, parce que le style est pas si mal que ça. Il faut avouer que... Alors, je sais pas. Non, la photo du golfeur... Elle arrive. Regardez. Voilà, attention. Ah oui. Quel style. Un joli style, hein. Ah ouais. Voilà, on a pris le temps de faire la photo aussi. J'ai soigné le geste. Oui, Armel va être représentant donc pour la Ryder Cup, c'est ça? Ouais, c'est vrai. J'ai commencé le golf il y a 3-4 ans. C'est devenu une autre passion. Voilà, alors, pas du tout au même niveau que la voile, mais voilà, c'est plus pour le plaisir. Et ça me permet aussi de me préparer un peu mentalement, de penser à autre chose, de faire des beaux parcours. Là, c'était sur le golf de Carantec. Moi, je joue au golf de Lodé dans le Sud-Finistère, donc c'est des endroits très sympas, des belles rencontres. Et puis, voilà, ce sera l'année prochaine, effectivement, il y a une grande compétition internationale qui s'appelle la Ryder Cup. Donc, ce sont les meilleurs joueurs européens contre les meilleurs joueurs américains. Ce sera en France pour la première fois. Et donc, on m'a proposé d'être ambassadeur, en tout cas de faire partie des ambassadeurs pour essayer de promouvoir cet événement, parce que c'est vrai que le golf en France reste un peu, voilà, une image un petit peu, des fois, qui peut être privée ou limitée. Au contraire, c'est vraiment un endroit de rencontre et très sympathique. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent au golf, et notamment je le vois en Bretagne. Et donc on aura la chance d'avoir cet événement international à Paris dans un an. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'Armel est très fort en vélo, en VTT. Je crois que vous entraînez avec le club d'Ergué-Gabéric, non? Alors moi j'ai fait plutôt du vélo, mais alors avec le centre d'entraînement pour la forêt, parce que moi je m'entraîne à Port-la-Forêt, donc un centre de haut niveau, et on a quelques spécialistes du vélo, voilà. Donc moi j'en ai fait un petit peu, j'en fais un peu moins maintenant. Je fais plutôt un peu de golf et surtout la course à pied et la préparation physique. C'est le seul qui était capable quand même de donner la leçon à Franck Camas, qui est très fort en VTT, et ça faisait beaucoup rire. Enfin, ça fait du bien qu'on peut aussi faire un peu de mal au niveau des jambes à Franck Camas. Je vais vous montrer un document que vous êtes plus jeune, et c'est l'arrivée d'une course que vous avez gagnée il y a très longtemps. Et on était avec vous dans un endroit idyllique, pardon. On écoute la musique? C'est jour de fête ou quoi? Amélie Poulain, impeccable. Ça va, droit devant. C'est bon. La vie est belle. En fait, d'abord, on a donc un poste de radio avec des petits CD MP3 là. Donc, moi, j'ai mis beaucoup de musique différente sur ces CD pour écouter un peu de tout. Et c'est vrai qu'il y avait Amélie Poulain pour arriver sur Saint-Barth, donc c'était sympa. Une musique calme, ça fait bien. Et c'est vrai que toi, t'es un vrai fan de foot. Ah, je suis fan, je suis tous les matchs, tous les championnats, et je joue à Plougasnou, donc l'hiver, je fais quelques matchs quand je suis là, et j'aime bien le jeu, j'aime bien, pourquoi t'as pas fait j'aime bien l'ambiance. Ouais, il faut être bon au foot. Maintenant, il se tourne vers l'avenir. Nicolas a plus de bagages en équipage avec Jimmy Pahin sur le Tour de France et bientôt avec Francky Vescoffier dans la Québec-Saint-Malo. Pour Armel,
il semble tout tracer vers les grandes courses en solitaire. De naviguer longtemps en mer et de participer à des courses prestigieuses comme la Jacques Vabre, comme la Route du Rhum évidemment dans 2 ans et pourquoi pas le Vendée Globe dans 4 ans. C'est le gros objectif en tout cas que moi je me fixe. Waouh. C'est amusant parce que déjà les objectifs étaient là. C'est clair. C'était un super souvenir là. C'est arrivé en 2004 de la Transat AG2R entre Concarneau et Lorient et Saint-Barth à l'époque et puis c'était une formidable aventure aussi là pour le coup humaine parce qu'avec Nicolas Troussel, mon équipier, on était à 2 à bord, c'est Transat en double. On est d'abord très bons amis. On s'est rencontrés justement à l'époque où nos parents respectifs faisaient ces croisières estivales et on se retrouvait aux îles Scilly. On partait en famille comme ça de la baie de Morlaix. Et puis ensuite, on a eu cette belle histoire. On n'avait pas de sponsor à quelques jours du départ. On a eu la chance d'avoir 2 partenaires, le groupe SCE et le Télégramme, qui nous ont accompagnés à quelques jours du départ. Et puis, on a pu partir et on a gagné. Et on est arrivé le jour de notre anniversaire commun à Saint-Barth, parce qu'on est nés tous les deux un 11 mai. Donc, c'était, on ne pouvait pas rêver mieux comme scénario. C'était incroyable. C'est incroyable. Et donc, derrière, effectivement, il y a eu à l'époque, je rêvais déjà de Route du Rhum, de Vendée Globe. Je n'avais jamais participé à ces courses-là en 2004. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Oui, il s'est passé ce que vous aviez prédit finalement. Ouais. Comme quoi, regarder les objectifs dans la vie, on en parlait tout à l'heure, pour les jeunes et des messages que je souhaite apporter aussi dans le livre, c'est de dire quand on a des rêves, quand on a des envies, il faut y croire. Moi j'ai mis entre 2004 et 2017 13 ans pour gagner le Vendée Globe, mais ça finit par arriver. Ouais. C'est un reportage avec Loïc Mathieu. Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup. Patrick, d'être venu nous raconter ces petites anecdotes. Est-ce que vous avez un prochain magazine littoral à nous annoncer peut-être ? Ah oui, bien sûr. Je crois que je ne devais pas en parler, c'est pour ça. Sans image par contre. Sans image ? Oui. Ah d'accord, donc ce sera Saltan sur le chalut. On parle de la pêche et des poissons qui doivent ne plus être rejetés en mer, mais ramenés au port, ce qui pose beaucoup de problèmes aux pêcheurs. Évidemment, c'est une contrainte. Les lois européennes sont difficiles pour les pêcheurs, pour la pêche, et ils croulent un peu sous toutes ces contraintes. Voilà, c'est ça le sujet qu'il y aura dimanche dans le littoral. Donc dimanche à 12h55. Saltan pour le chalut. Saltan pour le chalut. Oui, le titre est évocateur. Ok, très bien, merci beaucoup. Écoutez, on a encore un tout petit peu de temps. Alors, on va peut-être passer un petit extrait du coup. Ah oui, on va regarder un petit extrait de Saltan pour le chalut. Malgré l'avarie, la pêche a été bonne et l'équipage peut reprendre sa routine au tri. Cette fois encore, ce sont des centaines de kilos de poissons non commercialisables qui vont être rejetés. Bientôt, quand les pêcheurs devront les ramener à terre, que deviendront ces poissons ? Rien n'est encore vraiment clair quant à leur exploitation. Alors, du côté des marins, on a sa petite idée. Ce poisson-là, je pense qu'il va servir pour les fermes aquacoles. En fait, c'est du poisson qui est broyé, qui est transformé en boulettes pour nourrir les saumons d'élevage, le bar d'élevage. Il va bien falloir qu'on y arrive à ça, vu qu'on n'aura plus de bar sauvage. Bar sauvage en mer du Nord, ça sera Manche mer du Nord, ça sera 0. Et ça servira à tout ça, quoi. On marche un peu sur la tête, quoi. Ils voyeront leur poisson que le poisson qu'on aura pêché. Eux, ils vendront, puis nous, on ne le vendra plus. Saltan pour le chalut, ce sera donc dimanche à 12h55 dans le magazine Littoral sur France 3 Bretagne. Est-ce que vous connaissez le beatbox, tous, les uns les autres ? Non. Les jeunes non plus ? Non. Bon, si ? Ah, certains si. Bon, alors très bien. Ils vont nous en apprendre, vous allez voir. Je vais vous présenter une pointure en la matière. Il s'appelle Saro, c'est un jeune breton et il a décroché il y a quelques mois un titre mondial. On le reçoit de ce pas. Bonjour Saro. Alors, votre titre, vous l'avez remporté en mars dernier à Bâle, en Suisse, dans la catégorie Loop Station. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le beatbox Loop Station ? Alors, la Loop Station, c'est la machine que je vais utiliser tout à l'heure qui est là. Et en fait, ça me permet de m'enregistrer en direct et elle fait des boucles. Et ensuite, j'empile les pistes et je crée un morceau avec ça. D'accord. Alors, vous êtes passé par finalement de l'anonymat à la lumière en quelques mois. Cette discipline, vous l'avez découverte il y a une dizaine d'années lors d'un concert à Fougères, c'est ça ? C'est ça, ouais. Avec un beatboxer qui s'appelle Oslim. Et donc, ça faisait 10 ans que je faisais de la batterie déjà. Et j'ai vu un beatboxer, je connaissais absolument pas cette discipline.
Et donc je tombais amoureux tout de suite et je me suis dit moi aussi je veux faire ça. Vous avez appris tout seul? Oui. Bon. Et vous auriez pu vous contenter du beatbox, mais en fait vous avez ajouté la Loop Station. Elle apporte quoi de plus cette machine? En fait, comme je viens de formation musicale avec des orchestres, des harmonies, en fait j'ai toujours aimé la musique pleine et je retrouvais pas ça dans le beatbox solo. Et donc avec cette machine, ça me permet de remplir, de faire des voix et de faire des musiques remplies en fait. Eh bien, en tout cas, vous avez remporté un titre de champion du monde, c'est quand même pas rien, quoi. En face, il y avait des pointures. Qu'est-ce qui fait votre patte, votre touche, apparemment? Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai pas trop de recul sur ce que je fais, mais ce qui a plu, c'est que apparemment, j'ai amené un nouveau truc dans la discipline. Un nouveau style. Écoutez, plutôt que d'en parler, je pense que le mieux, c'est de vous écouter. Une musique très électro, on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, je vous en prie, installez-vous. Alors vous serez demain au Transmusical de Rennes pendant que vous vous installez, je le rappelle, au Parc Expo. Voilà. De 1h25 à 2h25 au Transmusical de Rennes. Ce sera votre première grande scène, hein, il me semble-t-il, Saro? Ouais, en solo, ouais. Première grosse scène. Bon, vous allez nous faire une petite répétition en direct? Allez, c'est parti. Waouh. Super. Vous êtes une vraie machine à vous tout seul finalement. C'est étonnant. Vous allez jouer demain soir devant 9000 personnes. C'est quand même une grosse scène. Rempli, ouais. Ouais, ce sera rempli. Pas de doute, c'est sûr. Est-ce qu'après la scène, il y aura un CD en projet? On est en discussion, peut-être d'abord faire un EP. Donc ça c'est un 4-5 titres. Et ensuite faire un album, ouais, carrément. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Saro, bravo pour votre talent. Vous serez donc en concert au Transmusical de Rennes demain soir au Parc Expo d'1h25 à 2h25. Ça va être la folie. Vous êtes impressionné par des... Ouais, j'adore, super. Je vous voyais bouger là. Ouais, non, mais en plus je me disais ça pour embarquer ça sur mon bateau, mon nouveau bateau volant. J'y pensais. C'est juste parfait, donc j'ai hâte que le CD sorte. Je pense qu'il va vous le piquer, attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va tout de suite recevoir la truculente Catherine Bossard qui arrive en volant.
Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Bon, vous Bonjour. embarquez ce matin. Oui, ah ouais. Vous êtes monté à bord tout de suite là. À fond, à fond. C'est vraiment l'émission des champions. Et d'ailleurs, je voulais faire une annonce officielle. Je décide de reconnaître officiellement Concoret comme étant la capitale de la Bretagne. Voilà. Voilà, parce que c'est bien. Voilà, il faut faire des affirmations aussi. Et désormais, Concoret sera, l'hymne national de la Bretagne sera « Si tu serais venu, t'aurais mangé de l'andouille, comme t'es point venu, elle est restée pendue. À Concoret, ma mignonne, nous irons danser. Je vous la chante pas, vous pourrez la prendre et on l'en chantera la prochaine fois, la main sur le cœur. » Alors forcément, qui dit transmusicale, merci, bravo pour votre performance. Et qui dit marin, dit chant de marin. C'est l'occasion et à la demande générale. Hein, ah bah oui, carrément à la demande générale. Vraiment, les gens demandent à ce que je chante plus régulièrement. Ouais. Enfin, ma mère en tout cas. Et donc voici une chanson et en hommage bien sûr à un grand interprète disparu, Jacques Brel. Voilà, donc ça vous fera 1 minute sans Johnny Hallyday aujourd'hui. À bord du Papousse Glace, c'est la vie qu'on apprend. Et l'ivresse et l'extase de l'iode et du vent. À bord du Papousse Glace, on construit un destin, je l'ai prise bien trop haute, d'aventurier marin, d'un héros de tout temps. Comme dans les bateaux, l'avoir, on se brise le dos. Voilà pourquoi j'ai prise beaucoup trop. Voilà. Le prix de la victoire comprend parfois des agios. Voilà, c'est tout pour moi. Concoret style. J'ai essayé un petit peu de beatbox. Voilà, désolé. La prochaine fois, je le ferai en... Ah mais c'est bien. Non, moi je propose qu'on se fasse accompagner peut-être un peu par Saro pour la fin de l'émission, en musique, comme ça au moins on va conclure comme ça. Hein, on va remercier infiniment Armel Lecléache d'être venu. Est-ce que vous avez un petit message avant qu'on se quitte à lancer aux Bretons? Ah bah, de joyeuses fêtes, voilà, tout simplement pour la fin de l'année à tout le monde. Et puis rendez-vous en 2018 à Saint-Malo, notamment pour la route du Rhum. Et ne lâchez rien. Vous êtes toujours le chacal? On lâche rien, voilà, on y croit, on croit en ses rêves et puis on avance tous ensemble. Merci infiniment Armel Lecléache. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je remercie Éric Juchor de m'avoir aidé à la préparation de cette émission, ainsi que Vanessa Boularès et Magali Douarche. Merci à tous, je vous souhaite une très très belle journée. Demain, nous restons dans l'univers de la musique puisque nous retrouverons Chris Men, rappeur breton, qui se produit également au Transmusical. Excellente journée à tous et ne lâchez rien. On s'accompagne au musique.